parti pour la session suivante. Alors désolé pour ceux qui sont restés, mais je vais encore me présenter. Thierry Koscielniak, le directeur du numérique du Conservatoire national des arts et métiers. Donc j'ai le plaisir d'être avec vous toute cet après-midi. Et deuxième session de Inetum avec Julien Cazarin et Cécile Lemoine. Alors je le fais en français, un responsable de la transformation et changement des pratiques et le responsable de l'innovation dans les technologies immersives, la XR. On va commencer comme tout à l'heure, il n'y a pas de raison, un petit selfie avec la salle. Vous levez les bras tous, vous nous regardez bien. Voilà, merci. À vous, the floor is yours. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur l'utilisation de la réalité virtuelle et de l'IA générative pour la formation soft skills et le change. On voudrait commencer cette présentation par une petite image, alors pas parce qu'Inetum est sponsor du PSG Handball bien sûr, mais parce que la pratique est la clé de la performance. Et je vais laisser Cécile vous en dire beaucoup plus à ce sujet-là. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a choisi de commencer cette présentation par ce point-là, parce que bien sûr, on enfonce une porte ouverte en disant que la pratique est la clé. Mais très clairement, vous avez tous appris votre langue maternelle il y a très longtemps, on ne s'en rappelle plus, mais ça a été quand même quelque chose de très empirique en fait. On sait que voilà, on apprend que ce soit un sport, un instrument de musique, une langue étrangère aujourd'hui quand on est adulte, c'est effectivement par la pratique. Et quand on est tout petit, on n'est pas forcément conscient du fait qu'un mot a double sens ou triple sens. Et puis après, petit à petit, on apprend par essai-erreur. Et c'est vrai que la clé, si on devait dire qu'il y a une clé finalement pour l'apprentissage, ou si on devait dire qu'il y en a trois, on pourrait dire les trois clés, c'est 1, pratiquer, 2, pratiquer, et 3, pratiquer. Alors on peut peut-être quand même développer un peu et dire oui, il y a effectivement un certain nombre de retours d'expérience maintenant qui montrent qu'il y a une valeur ajoutée à avoir des apports théoriques, à avoir une formation académique. On apprend les langues quand on est petit de façon empirique, mais après on va à l'école et on apprend la grammaire, les règles, etc. Mais ça commence par la pratique. Une deuxième clé quand même qui est la régularité. C'est-à-dire que voilà, un instrument de musique qu'on a appris il y a 10 ans, 15 ans, si on ne l'a pas pratiqué, on ne le maîtrise plus. C'est l'évidence. Mais la troisième clé, et qui est celle qui nous intéresse particulièrement maintenant, c'est le fait d'apprendre avec les autres. On apprend en interaction avec d'autres Homo sapiens. Donc, je crois que c'est ça qui est important peut-être de rappeler. Et puis, on peut peut-être justement se redonner. Alors, j'enfonce des portes ouvertes pour démarrer, mais c'est aussi pour dire après, dans la manière dont on a souhaité développer une approche différente de la pédagogie en s'appuyant sur des avatars, c'est que en fait, ça va multiplier les cas d'usage. Parce que, voilà, si on se rappelle bien, effectivement, lorsqu'on lit quelque chose, on retient de manière très éphémère. Ce qu'on est en train de se dire là maintenant, vous allez peut-être vous en rappeler demain, mais après-demain, si vous n'avez pas l'occasion de rééchanger dessus, il restera plus beaucoup. Donc, et après, évidemment, le top, c'est de pouvoir pratiquer, mais de pratiquer avec les autres. Et l'intérêt de ce qu'on a développé au Fab Lab, ça va être justement de pouvoir multiplier les situations, les scénarios d'utilisation, de mise en situation pour apprendre notamment les soft skills. Voilà, exactement. S'il y a un intérêt aujourd'hui et pourquoi on s'intéresse à la réalité virtuelle pour la formation, c'est parce que la réalité virtuelle, c'est avant tout un moyen de se mettre en situation quand on le décide. C'est-à-dire quand on lance le jeu, la simulation, sans aucun risque, ce qui justifie depuis de longues années de faire de la réalité virtuelle pour les hard skills, mais également il y a ce côté instantané, c'est-à-dire on peut le faire quand on veut, quand on le décide. Alors dans les hard skills, simplement on décide qu'une machine tombe en panne, on décide qu'un incident se déclare en appuyant sur un bouton dans un serious game.
Pour les soft skills, c'est la même chose. Finalement, on n'a pas toujours sous la main un client agressif, un collaborateur avec un conflit, et c'est pas forcément toujours simple pour un formateur de jouer le rôle, parce qu'on est avant tout formateur pour donner des conseils, on n'est pas acteur. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'on a voulu travailler sur ces avatars, non pas pour faire un formateur virtuel, mais pour permettre au formateur d'être avec son apprenant face à un avatar avec lequel on va parler et qui va simuler une personne. Voilà. Alors, pour faire ça, on s'est attaqué à une méthode qui n'est pas vraiment nouvelle. Alors, en effet, parce que Édouard de Bono, c'était un psychologue, pour ceux qui veulent avoir un contexte et resituer ça, hein, qui a acquis une renommée internationale, notamment dans les années 80. Il était assez génial. Il avait, comment dirais-je, une spécialité qu'on appellerait aujourd'hui les neurosciences, hein, les sciences cognitives, et il a inventé des méthodes de créativité, d'intelligence collective, qui sont toujours utilisées aujourd'hui, hein, et notamment, il est très connu pour cette méthode des 6 chapeaux, qui consiste à se dire finalement comment est-ce que je peux changer de regard sur une situation. Typiquement, dans une réunion, je suis chef de projet ou manager, et puis je commence à énoncer un sujet. On voudrait avancer sur une réalisation, faire un retour d'expérience, que sais-je. Et puis là, dans la réunion, il y a quelqu'un qui dit mais en fait, j'en ai marre, ça avance pas ce projet, etc., qui va voilà, exprimer des émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors je peux me braquer et puis dire ça y est, j'en ai assez de ces réactions-là, mais je peux aussi avoir un regard différent, et c'est ce que Édouard de Bono a apporté, c'est dans cette méthode des 6 chapeaux, c'est de dire en fait, il y a des sensibilités différentes qui s'expriment, et c'est une richesse, et on peut apprendre à jongler avec les couleurs différentes qui s'expriment. Donc il y a 6 chapeaux, 6 couleurs, donc avec le blanc pour la neutralité, le rouge pour les émotions, le noir pour le pessimisme, le jaune pour l'optimisme, la créativité en vert, et puis l'organisation en bleu. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans son approche, c'est que finalement, ça permet de se dire, mais finalement, vis-à-vis d'une situation qui est problématique a priori pour moi, comment est-ce que je peux la prendre autrement, changer de regard et me dire finalement ce point de vigilance que tu amènes, c'est une valeur ajoutée pour notre réunion. Ça va nous permettre de peut-être déverrouiller un risque qui était potentiel dans le projet. Donc on va comme ça utiliser cette méthode-là. Alors il y a 1001 utilisations possibles, hein, mais en tout cas dans la réalisation qu'on va vous présenter, on a proposé d'utiliser cette méthode pour justement aider à la formation de managers, de collaborateurs, de toute personne qui doit être en interaction, en chef de projet ou autre, et qui va du coup pouvoir expérimenter des interactions avec les 6 chapeaux. Voilà, exactement. Donc comment fonctionne ce système aujourd'hui? On prend un avatar qui est généré ici par Ready Player Me, qui est un des générateurs d'avatars les plus utilisés dans les plateformes de réalité virtuelle, et on va y ajouter, avec l'IA générative, donc avec les technologies OpenAI et GPT dont vous avez entendu parler, je pense, pendant 2 jours assez largement, on va décrire qui est la personne, quel est son caractère, quelle est sa situation, pour ensuite pouvoir avoir un dialogue libre avec cet avatar et simuler la situation. Alors je vais prendre un exemple qui nous parle chez Inetum, parce qu'on est actuellement en train de reformer nos commerciaux pour qu'ils soient transverses et capables de présenter toutes nos offres. Donc on a pris un cas relation client. Donc l'idée c'est de simuler un client. Donc on va commencer par décrire le personnage, hein, c'est la première chose qu'on fait aujourd'hui quand on crée ces simulateurs. Donc là, on a pris Dominique qui fait partie qui est une cliente, qui est sur un projet avec notre logiciel et qui est en échec, parce qu'il y a des bugs dans le logiciel, et qui est dans la situation où où son manager lui a mis la pression parce que le projet se passe mal, et elle doit nous appeler éditeur pour nous exprimer le problème. Voilà. C'est globalement le personnage et sa situation. Et ensuite, on a 2 autres points qui nous permettent un peu de cadrer la manière dont va se comporter notre personnage virtuel. C'est ces différents comportements. On va choisir un chapeau, donc un type de personnalité, parce que selon que cette cliente soit plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, elle ne va pas du tout se comporter de la même manière avec nous.
Donc notre générateur, on va cliquer finalement sur un chapeau de Bono. J'ai pris le jaune pour commencer, donc quelqu'un d'optimiste. Donc notre système génère ce qu'on peut modifier au niveau du coach, une description de la manière dont se comportera ce personnage, une description également de la manière dont elle ne se comportera pas, que vous pouvez voir plus en détail sur le stand. Et donc j'ai cette première vidéo où elle nous appelle, on décroche, on lui demande ce qui se passe, et elle va nous expliquer de manière un peu trop optimiste. How can I help you? Oh, it's just a minor setback, really. Our latest prototype has encountered a few technical hiccups, and I believe it is an excellent opportunity for us to reassess our approach and identify potential areas for improvement. You see, my manager is understandably a bit frustrated because this is the third time we've faced a setback, but I see it as a valuable chance for us to learn and grow. I believe that by embracing a collaborative mindset and brainstorming innovative solutions, we can turn this situation into a positive learning experience and ensure that our future iterations are even more robust and reliable. La première chose qu'on voit là, c'est que déjà, on va générer des réponses qui sont relativement riches et construites. On n'est pas sur une petite phrase, on est sur une vraie prise de parole. Le deuxième point, c'est qu'ici, on voit qu'il y a déjà un enjeu pour former un commercial, parce que les informations que nous a données là la cliente nous permettent pas du tout de nous rendre compte, si on ne sait pas lire les signaux faibles, que son projet est en échec, qu'on va à l'échec d'un prototype et donc à un projet qui va pas aboutir sur une vente de licence. Donc là, le commercial, typiquement, on va attendre de lui qu'il soit capable de lire les signaux faibles, qu'il la relance, qu'il comprenne les impacts de ce problème sur son projet, ce qui retranscrit pas de cette personnalité-là, par exemple. Alors, je vais prendre le cas absolument inverse de la commerciale pessimiste. On a choisi le chapeau noir. C'est une cliente qui va plutôt remettre en question notre travail et notre produit, beaucoup plus que de nous apporter de l'information sur son problème. Vous allez voir que dans ce cas-là, l'attitude est complètement différente. How can I help you? Oh, you finally decide to ask how you can help? Well, let me tell you, I am absolutely furious right now. My manager is fuming, and with good reason. The POC you provided has a major bug that is completely ruining the functionality of the product. This is the third time this has happened, and it's simply unacceptable. Instead of coming up with innovative solutions, you should focus on tried-and-true methods. We need to take immediate action to remedy this situation. It's all about careful planning and minimizing risks, not some wild and untested approach. Voilà, donc là on voit également, bon déjà c'est un comportement beaucoup plus agressif, donc forcément on va attendre des compétences humaines du commercial qui doit gérer cette situation-là, mais surtout on connaît toujours pas le problème. Voilà. Donc on sait qu'elle n'est pas contente, mais à part ça, voilà, donc là aussi on va attendre d'autres réponses. Alors à dessein on vous montre que la première intervention, parce que ça nous permet de poser exactement les mêmes questions et de vous montrer la comparaison. Parce qu'évidemment, ensuite, selon la réponse qu'on va faire qui est différente, la suite va être complètement différente dans les deux cas. Mais c'est bien une conversation comme avec une IA générative qui peut être infinie. Et donc, on va essayer de progresser pour essayer de chercher des informations. Donc, plus la description de la situation va être précise, plus l'IA générative va avoir d'informations et va être capable d'aller loin dans le dialogue. Alors, maintenant, le point qui nous paraît important, on pourrait très bien faire ça tout simplement en e-learning, c'est-à-dire l'apprenant qui est face à Dominique, qui discute avec elle et qui simule l'échange. Ce qui nous paraît important dans les dispositifs de formation en réalité virtuelle, c'est toujours immerger le formateur, le coach, avec son apprenant. C'est-à-dire que là où avant le coach était à la place de Dominique, c'est-à-dire jouer le rôle pour simuler l'échange, il va être sous forme d'avatar lui aussi, à côté de l'apprenant. Il va pouvoir mettre la discussion sur pause, intervenir, lui donner des clés de communication. Et ça, on pense que c'est extrêmement important et que ce n'est pas remplaçable aujourd'hui par une IA. Tout simplement parce que c'est le formateur, votre coach, qui a la sensibilité de savoir quand est-ce que vous avez besoin d'aide, quand est-ce que vous êtes capable à découvrir une nouvelle clé de communication. Là où si l'IA m'arrêtait de manière intempestive pour me dire t'as posé une question fermée, ton client va te dire non. À chaque fois que je le faisais, en fait, j'irais pas au bout de l'échange, il n'y aurait aucune fluidité.
et finalement j'apprendrai pas grand-chose. Alors c'est rassurant parce qu'effectivement, quand on voit ce genre de technologie arriver, on se dit, oulala, ça y est, il y a un risque d'être remplacé en tant que formateur. Moi qui ai animé des centaines et des centaines de formations et conduit des mises en situation, je pourrais me dire, mince. Et en fait, pas du tout, parce que on voit bien que là, le but n'est pas cela du tout. C'est vraiment de donner quelque part un peu des bottes de 7 lieues au formateur pour qu'il puisse réduire sa charge mentale, parce que finalement, il va, au lieu de se concentrer sur comment je joue la mise en situation ou bien comment peut-être je fais en sorte que des mises en situation soient organisées comme on fait souvent. Hein. On délègue auprès des stagiaires, on leur dit bah voilà, vous vous mettez par 3, il y en a un qui joue le manager, l'autre le collaborateur, puis un observateur, et puis on débriefe après. C'est très bien, mais c'est vrai que la limite de ça, pour l'avoir fait un nombre incalculable de fois, c'est que les personnes qui sont mobilisées pour être non pas en situation, mais pour être le sparring partner, comme on dit, la personne qui joue le rôle en face, ou l'observateur, c'est beaucoup moins apprenant, on n'a pas forcément envie de le faire. On ne le fait pas forcément très bien non plus. Enfin voilà, on peut le faire un peu de mauvaise race aussi. L'IA générative, elle ne se lassera jamais. Donc on peut multiplier les situations et les scénarios. Et à partir de là, il peut y avoir vraiment une valeur ajoutée qui se joue à un autre niveau pour le formateur et pour les personnes de pouvoir tester aussi un nombre de choses que peut-être on ne testerait pas en dehors d'une relation comme ça avec un avatar. Alors après, pour déplier vraiment les intérêts pédagogiques, parce que ils sont très très nombreux, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais pour dire l'essentiel, je pense qu'il y a une premier intérêt, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas, je pense, de dire, quelle modalité pédagogique on peut utiliser là pour cette mise en situation. Oh tiens, si on mettait de l'IA générative dedans. Non, si c'était juste une modalité, une variante, alors là, je pense qu'on est complètement à côté de la valeur ajoutée parce que ça serait complètement gadget. Hein, l'idée, c'est vraiment de déconstruire le regard qu'on pouvait avoir sur la stratégie pédagogique, c'est-à-dire comment je fais en sorte que les personnes s'approprient cette grille de lecture fabuleuse qu'est les 6 chapeaux d'Edouard de Bono. Autrement, c'est-à-dire il s'agit que les personnes se disent j'apprends à reconnaître quelle est la couleur dominante que j'ai en face de moi, j'apprends aussi à identifier mes propres sensibilités dominantes, j'apprends à jongler, à élargir mon scope et à me dire j'ai peut-être intérêt là à me replacer dans le chapeau de l'organisation parce qu'on part dans tous les sens, à aussi accueillir des idées un peu décalées, etc. etc. Et tout ça, on va le faire avec du coup ces dialogues en créant des situations qui soient vraiment adaptées. Donc peut-être que pour un manager, ce qui va avoir de la puissance, c'est d'imaginer qu'il voit un échange entre 3 avatars de 3 chapeaux différents et puis qui prennent du recul par rapport à ça, par rapport à ce qui se joue dans ces réunions. Pour un autre, ça va être autre chose. En tout cas, ça permet énormément de scénarios, mais tout est à construire. La valeur ajoutée pédagogique, elle vient du cerveau du formateur et pas de l'IA générative. Il y a un autre intérêt très fort. On disait faire des sessions avec son coach, avec son formateur régulièrement, mais c'est aussi amener la capacité à générer des choses qui sont très adaptées, très personnelles. C'est-à-dire de revenir entre des sessions avec son formateur dans ce type d'espace et d'aller demander à l'IA de me générer une situation personnelle. C'est-à-dire finalement, j'arrive dans l'espace, je vais dire je suis manager, je rencontre un problème avec mon équipe, je lui explique le problème et il va me simuler un problème qui est extrêmement personnel et me permettre de m'entraîner sur quelque chose de vraiment personnalisé. Et puis ensuite, je vais retrouver mon coach à la session suivante, on refera d'autres exercices, on parlera peut-être de ce que j'ai fait pour moi-même, mais il y a vraiment une capacité à adapter aux situations, aux équipes, et également à l'organisation de l'entreprise, ces mises en situation qui est accrue avec ces IA génératives, qui est presque instantanée, parce qu'il suffit de décrire de quelques lignes la situation.
Ouais. Un autre avantage aussi, c'est de pouvoir évidemment faire des petites sessions asynchrones. Alors comme on disait tout à l'heure, on apprend avec les autres. Rien n'empêche, après un temps avec le formateur, à plusieurs dans un groupe, de se dire à 2 ou 3, tiens, on se fait une petite session là, jeudi de 17h30 à 18h à 3, et puis on joue avec les IA pour voir, pour mettre en scène, en musique nos situations. Et puis on regarde ce qui se passe. Et puis on peut faire des variantes, dérouler effectivement, mais qu'est-ce qui se passe si je vais jusqu'au bout du chapeau vert de la créativité? Je pousse, ça, on va où avec ça? Et en quoi effectivement on peut s'enrichir dans ces pratiques à plusieurs? Ah, exactement. Moi, personnellement, au-delà de tester le système quand il était en développement, j'avais un pitch à préparer. Donc pendant 2 semaines, je fais un salon qui s'appelle le WAVE à Cannes, où je vais devoir parler en anglais. Sur un sujet qui est très similaire à celui-ci, je me suis fait un petit avatar, je lui ai dit tu es mon coach marketing sur la solution Intraverse qui est notre produit et tu dois m'aider à préparer un pitch en anglais. Alors non seulement je lui ai donné à manger la documentation du produit pour qu'il connaisse le pitch, je me suis entraîné, j'ai fait des pitchs en virtuel, il m'a conseillé sur des reformulations mais plutôt sur l'aspect communication. Mais à la fin de cette session-là, j'étais capable de lui dire « Est-ce que tu peux me faire un résumé des fautes que j'ai fait dans les 10 dernières phrases ?» Et il a été capable de me faire une synthèse, ou est-ce que je me suis trompé en grammaire, de me faire... en 3-4 jours de débugage pour m'amuser, j'ai progressé en anglais, j'ai sans doute progressé en communication aussi. Et ça, c'est vraiment parce que en quelques lignes, on peut se créer quelque chose de personnel qui nous aide à avancer. Et donc, en plus du coaching, c'est un assistant personnel qui est extrêmement efficace. On va peut-être laisser les dernières minutes pour les questions. Oui, tout à fait. 1, 2, 3, merci. Tout à fait. Écoutez, vraiment, c'était super intéressant de voir comment une technique éprouvée et classique, parce que j'ai utilisé plusieurs fois les chapeaux de Bono, qui n'a rien à voir avec le chanteur, je vous précise, et de l'injecter dans un métavers. Donc, y a-t-il des questions? Et manifestez-vous clairement que je puisse passer le micro. Merci pour cette présentation. Vous avez dit tout à l'heure que le formateur devait être immergé dans la réalité virtuelle avec les apprenants pour le décharger mentalement, etc. Quand il se trouve avec un groupe, est-ce que tout le monde est dans la solution en même temps et du coup le formateur il tourne dans cette réalité virtuelle? C'est à construire, les deux sont possibles en fait. Donc oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est là où vous commencez à réaliser toutes les possibilités que ça ouvre. Et c'est vrai qu'on peut avoir, comment dirais-je, des situations dans lesquelles on dit ça a plus de valeur si le formateur est vraiment présent. Et là, on peut faire une mise en situation, comme on appelait ça autrefois en aquarium chez les pédagogues. C'est-à-dire, il y a une personne qui se met en situation avec X avatars en face d'elle. Et puis, le formateur est là pour pouvoir aider à un débrief plus puissant que ce que ferait l'IA, ou en tout cas plus fin, d'un autre niveau. Et puis, on peut avoir aussi une situation où on a des salles virtuelles, des sous-salles, dans lesquelles les apprenants font une mise en situation avec les avatars, et le formateur va d'une salle à l'autre, comme on le fait en présentiel. Mais voilà, c'est vraiment à construire par rapport aux besoins et à l'intérêt pédagogique. Encore une question? Et si je devais vous demander quelle était la surprise de cette étude, de ce travail, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Moi, j'aurais envie de dire, si je réponds juste très rapidement, moi, je suis encore bluffée là maintenant c'est vertigineux les possibilités que ça ouvre en fait. Parce que finalement, je peux aussi bien me dire je vais dérouler jusqu'au bout un chapeau et faire, pour quelqu'un qui a du mal à incarner un chapeau, ça peut l'aider. Mais pour quelqu'un qui a du mal à gérer un chapeau, ça peut l'aider aussi, etc. etc. Et c'est tellement riche, toutes les interactions qu'on peut imaginer, que j'ai pas fini d'explorer toutes les possibilités.
Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quelque chose qui s'est passé hier matin sur stand. Parce qu'on a sur notre stand R70 en fait un petit module où vous pouvez justement changer les champs, les différentes descriptions et créer votre personnage. Puis on avait une personne à qui on a mis le casque audio sur la tête, on lui dit bah vas-y écris-toi ton personnage. Alors moi je pensais bon bah il est modifier un petit peu la description, parler 2 phrases, faire 2 échanges. Bon bah 10 minutes après il avait toujours le casque sur la tête et il est en train de discuter avec son avatar. Je pense que ce qui est vraiment le plus surprenant, c'est la facilité de prise en main par des ingénieurs pédagogiques et par des formateurs. Parce que la réalité virtuelle, ça reste encore une modalité qui est compliquée, alors que ce soit sur PC ou en VR, hein, la prise en main du matériel, mais surtout la création de contenu 3D qui reste très très compliqué sur les hard skills. Alors que là, on a quelque chose finalement où il suffit de décrire ce qu'on veut faire et ça se passe tout de suite. Et ça donne quand même une liberté qui fait que c'est un terrain de jeu tout de suite pour les pédagogues. Voilà. Et c'est peut-être là où aussi, moi j'étais le plus surpris. Je me dis, ah oui, mais les personnes, on les a pas formées à prompter, à décrire, etc. Ben, avec un petit exemple, finalement, ça reste vraiment très très simple. Merci beaucoup à tous deux pour ce témoignage. Travaillez avec vos chapeaux, hein, tous, à l'issue de cette session.